Et je crois quand même qu'il y a beaucoup d'établissements où ça fonctionne. Alors, les donc, préparatoires sciences et techniques monsieur, ça fait 2 mois, ils n'ont même pas de professeurs. Monsieur, ils n'ont même il y a pas, combien d'établissements? une école. Attendez, ceci est un autre problème. On est en train de parler de représentativité, d'accord? Il y a combien d'établissements au niveau national? Il doit y en avoir 80. 90. 90. Bon, ben, je ne peux pas croire qu'il y ait 90 établissements où il n'y ait aucun dialogue, aucun délégué qui participe. Ça, je ne peux pas y croire. Et ça, je vous affirme le contraire. Non. Maintenant, s'il y a des établissements où ça fonctionne mal, ben, c'est l'occasion, effectivement, de faire en sorte que ça aille mieux. Mais ce n'est pas... Pardonnez-moi. Concernant le dialogue. Alors, s'il vous plaît, aujourd'hui, alors, monsieur, le problème qui est posé par les étudiants, ils disent qu'il y a cette crise de confiance. Oui, on n'arrive plus à faire confiance aux responsables des universités, aux recteurs, écoutez, et leur parler directement. Comment rétablir cette confiance? Très simple. Ça n'est pas en laissant la chaise vide, de toute façon. Tout à fait. Voilà. C'est un droit qui leur est accordé, qui nous est imposé par notre tutelle, à eux de le faire respecter. C'est leur droit, à eux de le faire respecter, chacun dans son établissement. Très bien. Alors, vous... Concernant le dialogue entre l'administration et les étudiants au sein des établissements, c'est vrai, à partir du 27, il y a eu, je parle pour l'Institut national de commerce, il y a eu 2 réunions. La première réunion était pour fixer un planning pour le dialogue. Déjà, il n'y a pas eu de PV ni d'extrait de PV qui a été affiché ou qui a été publié, rien. Donc c'était en noir, si je peux m'exprimer ainsi. La deuxième réunion qui s'est tenue jeudi, on a débattu d'un avant-projet de proposition de texte qui a été sur l'initiative d'un enseignant, ancien directeur de l'INC. Kif, donc c'est la même chose, il n'y a pas eu de PV, il n'y a pas eu de notes affichées par l'administration, aucune information, aucune communication envers les étudiants. Alors les étudiants se retournent vers les délégués, ils nous disent pourquoi vous participez avec eux alors qu'ils ne nous informent pas. Ils ne communiquent pas officiellement avec des notes. Alors qu'ils ne communiquent pas. Ils nous ont fixé, le directeur de l'Institut nous a appelé à nous réunir avec l'administration, le conseil scientifique et les enseignants pour ce samedi passé. Je dois dire qu'ils nous ont posé un lapin, puisque nous sommes arrivés à l'Institut, l'administration était fermée, le bloc de la direction générale était fermé. Alors je m'adresse par la même occasion au directeur pour lui demander quand est-ce que nous pourrions-nous nous réunir pour discuter, pour finaliser le rapport qu'on va porter à la conférence régionale. Voilà un exemple concret, voilà une histoire que vous avez vécue vous-même au niveau de votre institut. Excellent. Alors, je vais donner aussi la parole à ceux qui ne sont pas encore intervenus. Vous d'abord. Quelqu'un peut lui passer le micro, s'il vous plaît? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Alaikum salam. Talib Aouiji à Hicham, le centre universitaire de Khenchla. Premièrement, je veux intervenir sur un point. On ne peut nier qu'au sein de notre établissement, il y a eu un débat avec le comité pédagogique. Il y a eu la présence des délégués, mais la chose qui n'est pas rassurante, c'est le silence qui règne au niveau du ministère. Il y a des rumeurs qui circulent partout, il n'y a aucune déclaration par le ministère. L'étudiant va croire n'importe quoi, vu que le ministère ne déclare rien. Comment l'étudiant va-t-il être rassuré? Alors on demande du concret. Le deuxième point, s'il y aura une équation ou une passerelle entre les deux systèmes, bien sûr avec des conditions, on aimerait bien, on demande que cela se fait avec des enseignants, avec la présence bien sûr de certains délégués, mais pourquoi on ne veut pas des administrateurs, on veut des enseignants qui ont eu comme étudiants ceux qui faisaient le classique et ceux qui faisaient du LMD, parce que ce sont les étudiants, les enseignants qui savent le niveau entre les deux systèmes. S'il y a une passerelle, ça doit être comme ça. D'accord. Merci. Ok. Alors, quelqu'un d'autre aussi? Vous? Allez-y. Non. Non, vous, il n'y a pas de souci. Allez-y, ensuite on vous écoutera. Je voudrais juste dire tout d'abord bonjour à tout le monde et à ceux qui nous écoutent à cet instant.
nous intervenons tous, que ce soit étudiants ou les responsables de la tutelle ou les représentants de la tutelle dans un moment bien particulier, dans un moment, j'allais dire, de crise. J'ai entendu mes camarades ici qui sont inquiets, même qui sont inquiets de la situation, et que dire des autres qui sont parfois désinformés. Moi, je voudrais revenir particulièrement et centrer ma question autour du LMD, parce qu'en fait, le LMD, il revient toujours dans les débats. On allait l'aborder tout de suite, une fois qu'on allait aborder ces questions qui sont sans arrêt oui, des questions d'actualité, mais je trouve que certaines questions d'actualité sont collées au LMD qui est à sa 7e année. On n'a pas encore fini de discuter du LMD. Et nous déplorons déjà le manque de débat à tous les niveaux, en toute sincérité, qu'il soit au niveau des établissements, qu'il soit de la part de la tutelle, qu'il soit de la part des étudiants. Donc vous admettez qu'au sein de l'université, on n'est pas encore tout à fait organisé aussi. On n'est pas tout à fait organisé. Je tiens à dire que ce n'est pas toutes les universités qui ont les CP de manière mensuelle, comme prévu par la loi, comme prévu par le règlement intérieur. Et ce n'est pas tous les recteurs qui veillent, ce n'est pas tous les doyens, tous les chefs de département qui veillent. Vous représentez quelle université? Je suis de l'université Bouzaréa, je devais le dire tout à l'heure, au début. Mais je tiens à poser une question que je crois pertinente peut-être, qui est soulevée par plusieurs personnes et même par les médias, et qui continue à susciter de l'intérêt de la part des étudiants. Je la poserai directement à M. Djoudi Mrabat, qui est recteur de l'université de Bijaya, qui est un défenseur, un vétéran du système LMD. Puisqu'ils l'ont lancé au sein même de leur université. Et j'ai eu des échos en tant que citoyen et en tant qu'étudiant que ce système a abouti quelque part, ou bien quelque peu dans cette université, dans cette région, je dirais. Mais ma question est portée de la manière suivante. Le système LMD est un système qui vient d'ailleurs. On ne peut pas le dire que c'est un système réfléchi en Algérie entièrement. Et nous sommes pas, vous pouvez me dire que nous ne sommes pas éloignés du reste du monde. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde, dans une ambiance de mondialisation, et ainsi de suite. Je dirais que le système LMD, à côté, il y a un système, un environnement socio-économique avec lequel il va bien. Contrairement à notre pays, vous savez que nous n'allons pas ouvrir ici une parenthèse sur l'économie. Je dirais que nous n'avons pas une économie comme celle des pays où le système a eu du succès. Vous voulez dire que le LMD a été lancé pour les pays industrialisés, ce n'est pas encore le cas pour nous, donc il y a un problème pour l'adapter. En tout cas, pour nous. D'accord. Voilà. Ok. Alors, je vais aussi vous donner la parole à vous. Bien sûr, on va parler du LMD rapidement, s'il vous plaît. Je vais parler de la présence. Attendez, non, vous au fond. Oui. Ouais. Bonsoir tout le monde, c'est Bilal Abdeslam, étudiant en médecine vétérinaire, Université de Blida. Je me pose toujours la question pourquoi les vétérinaires sont pas, on n'est pas concerné par ce débat. On parle que des ingénieurs d'État, que des écoles préparatoires, alors que la médecine vétérinaire aussi, elle joue un rôle, et elle joue un rôle dans la société. Elle joue un rôle dans la santé publique, dans l'économie. Donc vous vous sentez un peu exclu dans ce débat. Exactement, un peu exclu. Et je veux juste ajouter un point sur l'LMD. L'LMD, il est inventé pour couvrir un besoin en main-d'œuvre dans les pays développés, soi-disant. Donc, et en Algérie, on voit que déjà le taux de chômage, malgré qu'il y ait une amélioration un peu timide, mais toujours le taux de chômage est... donc LMD, ça va, c'est une formation intense avec un délai court. Donc ceci va aggraver encore le chômage parce que il n'y a pas l'offre dans le monde de travail. Alors, je vais vous demander la parole aussi extrêmement vite, s'il vous plaît, pour donner la parole à une fille qui a demandé aussi, une étudiante, et puis on vous a écouté. Je vais parler de la prise en charge. Il n'y a pas vraiment de prise en charge, je vais vous donner l'exemple. Nous, à l'école préparatoire, on est des bacs mentions. Vous parlez de Tlemcen, hein? De Tlemcen, de Alger, partout, les écoles préparatoires. On est des bacs mentions. Normalement, on est promis un grand avenir. Comme ils l'ont déjà dit, il y a un petit problème de prise en charge. À la création des écoles préparatoires, il n'y avait aucune loi. Les lois étaient créées au fur et à mesure que les années passent. Ça veut dire, je suis en 2e année école préparatoire, on n'avait aucune information l'année dernière à propos du concours. Et c'est au bout de la 2e année que vous étiez au courant de ce qui allait vous attendre. Jusqu'à la 2e année. Parlons du diplôme. On n'avait aucune idée de notre diplôme. On est rentré... l'école préparatoire n'avait aucune loi.
elles étaient créées au fur et à mesure que les étudiants continuaient leurs études. Donc, il n'y avait pas vraiment une prise en charge des écoles préparatoires. L'exemple de l'école préparatoire de Alger. D'accord. Ils n'ont même pas d'enseignants. Ok. Les écoles préparatoires ne possèdent pas des enseignants capables, je ne sais pas, de les préparer pour un grand avenir. Ok. Ils ne peuvent pas accéder aux grandes écoles Oui. avec des enseignants pareils. D'accord. Je m'excuse de la manière de... Alors, l'étudiante, et je dois terminer avec les étudiants pour donner la possibilité de réponse. Vous voulez écouter des réponses, n'est-ce pas? C'est bien cela. Alors, on ne peut pas tous vous donner la parole en même temps. Allez-y. Bon, d'abord, bonsoir. Egel Boudiradia, je représente l'Université de l'Information et de Communication. Je veux juste poser une simple question. Si vraiment on peut appliquer ce nouveau système dont vous parlez depuis tout à l'heure, puisque on ne trouve même pas de simples moyens pour bien étudier dans nos universités. Moi, personnellement, je parle de l'Université de Sciences de l'Information et de Communication. On n'a même pas de simples moyens pour bien étudier. On a des salles vraiment catastrophiques, on a le manque de l'Internet, on a des ouvrages qui sont absents, on a des trucs qui nous découragent, quoi. D'accord. Alors, Merci. le matériel de manière générale. On va commencer d'abord, si vous permettez, essayons d'être méthodiques, parce qu'il y a une multitude de questions que vous posez, et c'est pas évident de tout canaliser, de donner la parole au fur et à mesure. Essayez un peu de comprendre que c'est pas évident de gérer ce genre de débat. Alors, essayons d'être méthodologiques, messieurs, dames, s'il vous plaît. D'abord, l'histoire de l'école préparatoire. Il dit que il n'y a pas de loi, c'est un peu flou, l'avenir, les étudiants ne le savent pas. Alors, est-ce que vraiment c'est le cas ou c'est pas du tout le cas? Franchement, ça a été le cas, c'est vrai. Très bien. Oui, ça c'est indéniable. Vous avez la franchise de l'admettre. Non, je l'admets, parce que nous avons une classe préparatoire intégrée. Ce qui se passe, effectivement, c'est que les étudiants sont rentrés, le règlement n'était pas prêt dans la première année. Ce qui s'est fait, ça a quand même un gros avantage, c'est que les enseignants se sont attelés à le faire rapidement, à faire des programmes, à faire un règlement. La première année, en fait, a été traitée avec le règlement qui existait à l'école, qui n'est pas un règlement totalement inique, parce que l'école existe depuis 40 ans, je le rappelle, donc ce règlement a quand même fait soutenir un certain nombre de promotions. Il se trouve qu'il a été amélioré au fur et à mesure, que les étudiants ne sont pas encore arrivés au concours. Le règlement commande du concours est là. Nous avons pris du retard, ça c'est indéniable. Je n'essaierai pas de fuir. Alors comment rattraper justement? Non, mais ce retard, vous en êtes conscient? Non, attendez. Ce que je veux vous dire, c'est que de toute façon, les étudiants ne sont pas encore au concours et le règlement est prêt. C'est que les enseignants se sont impliqués, ils ont travaillé d'arrache-pied. La même chose pour les programmes pour les spécialités. Et le programme du concours est connu déjà depuis 2 mois. C'est vrai que c'est très tard pour des étudiants. On aimerait quand même avoir un règlement avant de rentrer à l'école. C'est vrai. Est-ce que ce genre d'incident ne doit plus exister? Ils ont bien raison, les étudiants, de dire que... Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la tutelle du ministère, on a pris conscience qu'il ne faut plus agir de cette manière? Sinon, on a le résultat. Écoutez, ça n'est pas la tutelle qui doit faire les règlements des écoles. Ça n'est pas la tutelle qui doit faire les passerelles. C'est à nous de le faire. Nous sommes les pédagogues, voilà. Je suis enseignant avant tout, c'est à nous de le faire. Écoutez, jusqu'à présent, pour être très franc, la tutelle ne nous a rien imposé. Ce règlement, ce n'est pas le règlement de la tutelle, c'est le règlement qui a été proposé par les écoles. D'accord? Bon, il se trouve qu'il y a eu un retard qui a été... Le règlement a été fait par les enseignants des écoles. Les écoles n'étant pas encore installées, ce règlement n'a pas pu être pris en charge par les enseignants des écoles qui n'existaient pas. D'accord. Donc c'est à partir du moment où elles ont existé que les enseignants ont pris le problème à bras le corps. Mais ça n'existera plus, parce que maintenant les écoles sont sur les rails, les règlements existent. Ok. Alors, question du matériel, puisque l'étudiante a dit, nous étudions dans des salles vraiment lamentables où le strict minimum n'est pas disponible. Oui. Si vous permettez, bon, en fait, des budgets colossaux ont été mis en œuvre justement pour mettre en branle ce système LMD. Et moi, j'avoue franchement que je témoigne aujourd'hui qu'il y a eu des budgets dans tous les établissements et qu'il y a la prise en charge des travaux pratiques par rapport au matériel, par rapport aux produits, par rapport aux consommables. Donc, je suis étonnée d'entendre les étudiants dire qu'il y a un manque de matériel. Parce que le LMD, l'essence même du LMD, c'est cet accompagnement par les travaux pratiques. C'est ce qu'on appelle les unités méthodologiques et il faut justement ces travaux pratiques. Et sans matériel... Ça ne peut pas être la même chose partout dans toutes les universités. Écoutez, je suis étonnée. Est-ce que vous avez visité toutes les universités? Je n'ai pas visité toutes les universités. Certainement, il doit y avoir des défaillances. Il doit y avoir des défaillances. On met pas en doute la parole des étudiants. Probablement qu'il y a des défaillances. Bon, je pense que... Il faut qu'on réponde aux questions. Alors, il faut bien qu'ils répondent aux questions. Alors, s'il vous plaît, chers étudiants, comprenez que vous ne pouvez pas... Il y a toute une multitude de questions. S'il vous plaît, je crois qu'il y a quand même un certain nombre de questions qui sont concrètes, qui viennent d'être posées. Il faut parler
du LMD. Vous me permettez, s'il vous plaît, qui viennent d'être posées par les étudiants. Je commencerai peut-être par le problème de pharmacie, puisque c'était la première question qui a été posée. Si j'ai compris la question, il s'agit de titres et aussi de contenu. Le problème du titre, il ne peut être résolu que par le contenu du programme pédagogique. Je prends un petit exemple.